Salut, 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 salut. Salut André Aka, comment ça va? Mireille de Paris. Salut à tous. Partagez cette vidéo, l'heure est grave. Partagez, l'heure est grave. On va causer un peu. Et la causerie va tourner autour de l'actualité du moment qui est toujours cette histoire du coronavirus. Et surtout de la problématique de ce virus-là, de cette maladie du Covid-19 vis-à-vis des dirigeants de nos pays, notamment la Côte d'Ivoire. Partagez. Salut à tous, connectez-vous. Pour ceux qui sont connectés, partagez. L'heure est grave. Nous avons affaire à des gens incapables, des gens incompétents qui dirigent notre pays aujourd'hui. Leur carence est étalée au vu, au su de tout le monde. Et la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont aux prises avec leur propre destin. Salut, partagez pour ceux qui sont connectés. Salut André. Mathieu, comment tu vas? Merci pour les cœurs. Partagez. Surtout, ne restez pas connectés sans partager. Salut à tous. L'heure est grave. L'heure est grave. Et nous sommes obligés de multiplier les directs en vue d'informer le peuple ivoirien de ce qui se passe, des complots qui sont menés contre ce peuple. Partagez. Nous allons causer, nous allons discuter. Il s'agit toujours des mesures décidées par ce gouvernement d'incompétents qui tous les jours étale ses carences au vu au su de tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, nous découvrons que ces gens-là qui nous dirigent, avec toute l'aide de ceux qui les ont placés, les Occidentaux notamment, sont incapables de gérer notre pays. Et nous voyons aujourd'hui ce gouvernement-là face à cette problématique de Covid-19, les mesures, surtout l'attitude adoptée par ce gouvernement-là, l'amateurisme et l'improvisation des décisions et des mesures que nous constatons tous les jours. Et aujourd'hui, ce qui est grave, nous assistons aux constructions des chapiteaux dans les quartiers sans informer au préalable les populations. Ce qui a amené avant-hier les populations de Yopougon à une révolte. Et tout ce qu'ils ont su faire, tout ce qu'ils ont pu faire, c'est de chercher à appréhender, à arrêter quelques jeunes qui ont participé à cette émeute pour, d'après eux, régler ce problème. Donc je vous salue, tous qui êtes connectés, bonsoir chez vous et merci de me recevoir. Moi c'est l'éclaireur Babayou, vous êtes sur Eburni TV, Eburni News TV, merci de me prendre en direct et nous allons causer. En effet, depuis un certain moment, des chapiteaux sont construits ça et là dans les quartiers de la commune de la ville d'Abidjan.
et prétestant que ces chapiteaux sont construits d'après eux, auparavant c'était pour recevoir les malades du Covid-19. Et après les agissements, les émeutes des populations de Yopougon, cette information s'est précisée. Aujourd'hui, on nous parle on nous parle aujourd'hui de faire des dépistages, de la population de façon systématique. Et donc, le préfet d'Abidjan a informé les populations de Yopougon que nous avons écouté, disant que ces dépistages-là, ces chapiteaux sont construits dans plusieurs communes d'Abidjan, et notamment il a cité pêle-mêle à Bobo, Yopougon, Cocody, Port-Boué et certains quartiers que je n'ai pas pu retenir pour faire le dépistage. Alors je me pose la question est la suivante. Le dépistage, normalement, c'est quelque chose qui est très bon. Déjà ici, nous nous étonnons que les pays occidentaux développés n'ont pas encore appliqué le dépistage systématique. Pourquoi? On a eu à se poser des questions parce que généralement, quand il y a dépistage quelque part, c'est que forcément, il y a résolution de ce problème-là. Donc, s'il y a dépistage, il doit normalement avoir un vaccin pour pallier à ce déficit-là. Donc, tous ceux qui seront dépistés et juste comme on appelle, qui auront détecté, qu'on aura détecté la maladie chez eux, normalement, on devrait, pour passer à l'autre phase, appliquer les mesures soit de vaccination ou appliquer les mesures de traitement. Et nous remarquons que depuis que ce virus-là a fait effet sur la terre entière, il n'y a jamais eu de vaccin qui a été découvert. Et au-delà de ces vaccins qui n'ont pas été découverts, il y a le docteur Didier Raoult qui a proposé un traitement au chloroquine qui fait ses effets. Et même la Grande France n'a pas adopté officiellement, a proposé, a demandé à certains, choses comme on appelle, à certains hôpitaux d'appliquer le traitement seulement quand le malade est à un niveau, c'est-à-dire quand la maladie a atteint un niveau, chose comme on appelle un certain niveau, alors il faudrait administrer la chloroquine. Et là, nous voyons que officiellement, il n'y a pas de vaccin qui a été trouvé, et nous apprenons ça et là dans les presses qu'il y a des essais cliniques où il y a des tests de vaccins qui se feront dans certains pays. Et nous avons écouté et vu certains deux scientifiques qui sont exprimés à une chaîne de télévision française que je ne citerai pas les noms, dans un mépris total pour notre continent. C'est permis à dire que il fallait que on essaie ces vaccins-là sur les populations africaines, comme ça a été fait dans le cas du VIH-Sida sur les choses comme on appelle les prostituées. Un mépris total. Et les gens se sont offusqués. Nous autres qui avons fait les directs, nous avons condamné ces propos-là. Les gens n'ont pas compris. Pour eux, pourquoi on ne ferait pas des tests de vaccination en Côte d'Ivoire? Mais je crois que ces tests, pour ceux qui savent grandes choses, nous, on n'est pas des techniciens de la santé, mais nous savons que pour faire des tests sur certaines populations, d'abord, il y a l'acceptation des personnes qui voudraient se faire tester, donc ce n'est pas obligatoire. Et ces mesures-là sont pas cachées, ces mesures-là sont dites aux populations, sinon aux pays, qui prennent en compte, qui organisent même ces essais cliniques. Et nous avons constaté que c'est un mépris pour notre continent, surtout c'est le continent le moins touché par cette épidémie, qui aujourd'hui officiellement atteint 400, si j'ai bonne mémoire, 420 victimes dans tout le continent africain.
Et le pays où il y a eu plus de victimes sur le continent africain, c'est l'Afrique du Sud. Et il se trouve que les gens sont plus, comment on va dire, sont plus inquiets que les Africains eux-mêmes, jusqu'à demander, jusqu'à penser, jusqu'à vouloir aider le peuple africain, sinon les pays africains, alors que nous n'avons pas demandé. Nous avons des gouvernements qui ont leur politique. Nous demandons simplement à ces gouvernements-là de prendre en mesure la situation et d'appliquer les mesures idoines, les mesures adéquates qui permettraient aux populations de ne pas avoir peur, donc d'avoir confiance à leur gouvernement et de croire en leur gouvernement, puisque ces gouvernements-là sont là pour eux. Donc, ce que nous assistons aujourd'hui, excusez-moi, je vais prendre un thé. C'est ce que nous assistons aujourd'hui. Je vais parler notamment du cas de la Côte d'Ivoire. Et je réfléchis et je me dis, ben, salut Viviane Guétois, salut Moessia, salut Dagbo Adji Désiré, salut à tous, je vous demande de partager ce direct. Ce qui m'étonne un peu dans les agissements, sinon ce qui m'étonne grave dans les agissements de notre gouvernement, je vais prendre d'abord sur le cas de l'éducation nationale. Des gens, des ministres se lèvent, appliquent des mesures. Ces mesures ne sont même pas adaptées à la Côte d'Ivoire. Parce qu'en France ou parce qu'en Europe, les dirigeants ou les gouvernements européens ont demandé l'arrêt des cours dans les écoles parce que eux, ils ont tout le matériel, ils ont toute la didactique nécessaire pour mettre à la disposition de leurs enseignants des élèves pour que si les élèves sont interdits d'aller à l'école, ils peuvent avoir la possibilité de se connecter sur Internet. Il faut savoir que ici en Europe, avoir l'accès à Internet n'est pas une traversée du désert. Donc la majorité des ménages ont une connexion Internet. Donc les enfants ont la possibilité de se connecter sur Internet et par conséquent, les écoles ont créé un réseau où tout le monde, tous les élèves d'une classe pourraient se connecter et le professeur ou l'enseignant pourrait administrer des cours via Internet à leurs élèves. Voilà pourquoi, dans cette capacité-là, ils ont demandé le confinement des élèves, des enfants à la maison. Nous, de notre côté, sur les tropiques, nous avons un certain ministre qui s'appelle Kandia Kabara, qui n'est pas capable de faire une phrase sans faire une faute et qui est depuis 10 ans désigné par le président de l'État de la République de Côte d'Ivoire comme ministre chargé de l'éducation nationale. Cette dernière s'est permise de décréter la fermeture des écoles et vous allez comprendre sans mesure qui suit ces arrêts, ces confinements des enfants à l'école. Alors, nous allons l'écouter sur les réseaux sociaux quand elle va faire son discours pour nous sortir une parade. Les écoles sont certes fermées, mais les cahiers doivent rester ouverts. Alors, nous voudrions savoir un peu le sens de cette parade-là. Les cahiers des enfants sont ouverts comment? Les enfants vont tabler sur les anciens cours qui leur ont été donnés depuis le 2e trimestre, parce que nous étions en train de finir, si je ne me trompe pas, ou si je me trompe, nous étions en train de finir le 2e trimestre. Est-ce que les enfants à la maison seront capables
de pouvoir avoir accès à des cours en ligne ou que ces enfants devront garder leur cahier ouvert en vue de faire des révisions. Sachant bien que nous ne savons pas jusqu'aujourd'hui à quel moment nous pourrons avoir le vaccin contre comme on appelle le coronavirus pour indiquer le Covid-19. Nous ne savons pas. Donc pendant ce temps, les enfants devraient rester à la maison, réviser leurs anciens cours, ou qu'est-ce que les enfants devraient faire? Quelles ont été les mesures d'accompagnement de cette fermeture de l'école? Qu'est-ce que les parents sont censés faire avec leurs enfants? Au-delà de cela, aujourd'hui, nous parlons de confinement. Il faut comprendre le sens réel du mot confiner des gens. Est-ce que confiner les gens, c'est de les amener à rester chez eux de 21h à 6h du matin, ou c'est de les amener à ne pas qu'il y ait beaucoup de contacts des personnes, des individus dans les rues? Est-ce qu'aujourd'hui, nos populations peuvent, avec le niveau de vie que nous avons, mettre en exergue ou mettre en pratique ces recommandations du gouvernement? À mon humble avis, ce n'est pas à nous qui sommes de l'opposition de faire la passe à l'adversaire. Nous pensons que gouverner, c'est prévoir. Même si, et comme ils avaient l'habitude de dire, en moquant le président Laurent Gbagbo, c'était lui qui était le président de la République, et c'est sous son mandat qu'il y a eu la guerre. Il aurait dû prévoir cela. Comme un chef d'État, un candidat à des élections ne prévoit pas la formule de guerre dans son programme, alors le président Laurent Gbagbo n'a pas mis dans son programme la faisabilité d'une guerre éventuelle qui lui sera opposée. Par contre, ce gouvernement-ci, ce président-ci a promis aux Ivoiriens un niveau de vie au niveau de la santé, une amélioration du système de santé du Côte d'Ivoire en construisant des CHU, en construisant des hôpitaux et en construisant plusieurs établissements pour que l'Ivoirien se soigne à moins coût. Autrement dit, si la Côte d'Ivoire ou les pays africains, il y a 3 ans, 4 ans, ont dû faire face à une pandémie qui était celui de sang, comment on appelle, Ebola, nos dirigeants devraient, à partir de la première pandémie d'Ebola, commencer à constituer, si vous voulez, un comité scientifique, des structures et plein d'autres choses, éventuellement à des éventuelles catastrophes de ce genre. Qu'est-ce que nous avons assisté? Alors que certains pays fermaient déjà leurs frontières, nous, en Côte d'Ivoire, les frontières restaient toujours ouvertes. On a même assisté à une débarcation d'une compagnie de Chinois, alors que ceux-ci sont montrés du doigt par la transmission de ce virus-là. D'ailleurs, en Europe ici, on l'appelle le coronavirus chinois.
Qu'est-ce que ce gouvernement-là fait? Il crée une zone de confinement qui est l'INJS et déplace ces voyageurs-là dans un bus, c'est-à-dire met tous ces voyageurs-là dans un chose comme on appelle véhicule commun, les transporte et les amène à l'INJS. Comprenez une chose. Pendant le transport de ces voyageurs-là dans un bus, s'il y avait un seul qui avait le virus sur lui, dans ce bus-là, il aurait contaminé la majorité des personnes là qui voyageraient avec lui. Donc, du voyage de l'aéroport, vous entassez tout le monde, donc, qui sont susceptibles de conduire la contamination de l'aéroport jusqu'à l'INJS. À l'INJS, on dévoise tout le monde. Quelques instants après, quelques jours après, quelques semaines après, on constate que nous avons une première contamination du coronavirus en Côte d'Ivoire. Première faute. La deuxième faute, lorsque ces personnes-là sont confinées à l'INJS, toujours le standard de privilège. Quand on porte un nom ou quand on est proche de quelqu'un, on a toujours ce brin de privilège. Nous avons vu, entendu certains artistes, notamment à Salfo, un joueur Masgradel et Big Togo, qui avaient été confinés à cet endroit-là sur un simple coup de fil du ministre. Et lui-même, ce ministre-là, le premier ministre, il paraît que c'était Gon Coulibaly. Ces personnes-là ont été libérées et ont regagné leur domicile. Ce qui va amener ce premier ministre lui-même à être contaminé, puisque lui-même il a dit, il a été en contact avec quelqu'un qui possédait, en fait, qui était malade de ce, comme on appelle, qui avait ce virus-là. Alors, va arriver le moment où l'ensemble de ces personnes-là vont prendre des hôtels au niveau de Assini, c'est-à-dire s'extirper de la population, se mettre en quarantaine pour ne pas que la population les approche. Et ce chef de file-là, c'est bien le président Alassane Dramane Ouattara. Alors que la population fait face à ce phénomène-là, le premier capitaine, lui, comme d'habitude, se permet de fuir en abandonnant le peuple. Nous allons remarquer que depuis que nous avons entendu que ce coronavirus a fait son introduction dans notre pays, on ne l'a jamais vu à la télévision. On ne l'a jamais vu faire un discours à la télévision. Et lorsqu'il fait un discours, chers camarades, c'est une cassette préenregistrée qui est diffusée sur les chaînes de télévision ivoiriennes, notamment la RTI. Ensuite, on va subvenir les mesures énoncées par le Premier ministre. Ces mesures ne répondent à aucune réalité du terrain. Alors que les populations abandonnées cherchent des solutions, voilà qu'on nous proposerait le report des paiements des factures de l'eau et de l'électricité. Et même on demande le report du paiement des logements, des loyers. Pas plus tard qu'hier, nous avons vu à la télévision un certain président des locataires qui s'appelle Yaya Sanogo. Il faut comprendre. Bizarrement, c'est un Yaya Sanogo qui est encore président des locataires. Et on ne va plus rien entendre. Au moment où tous les gouvernements conscients, tous les gouvernements compétents, tous les gouvernements soucieux de la santé de leur population prennent des mesures
secrets, nous allons voir nos chers amis, des incompétents, des inconscients, disparaître. Disparaître. Alors qu'on nous dit qu'il y a un couvre-feu qui est institué ou qui est instauré, parce que j'ai écouté les mesures qu'a pris le chef de l'État, ce couvre-feu, il a décrété. Si vous avez bien écouté son discours, hein, sans décret, il n'y a pas eu un décret qui a été pris pour instituer le couvre-feu. Il a simplement décrété un couvre-feu. Est-ce que c'est un couvre-feu parce que nous sommes en guerre? Est-ce que c'est un couvre-feu pour prévenir des populations de ne pas se rassembler en vue d'éviter les contaminations de ce virus-là sur chacun de nous? Et comme ces policiers, nos policiers, ces forces de l'ordre n'ont pas été instruits, de la mesure d'accompagnement de ce coupe-feu, lorsqu'on leur a demandé de mettre en application cette mesure-là, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ces policiers-là ont commencé à tabasser les populations. Ces populations-là, ces policiers-là qui sont censés rassurer les populations, sont devenus les bourreaux de notre population. Donc, la population épeurée, effrayée, quand ils voient des policiers fuir. Est-ce que c'était l'esprit de ce coupe-feu-là? Est-ce qu'on a instruit, on a formé, on a informé nos forces de l'ordre sur la nécessité de faire appliquer ce coupe-feu-là, pas pour effrayer la population, mais pour rassurer la population? De deux, notre cher RTI, cette télévision, cette chère télévision que les Ivoiriens payent avec des redevances, des impôts bien sûr, pour animer, c'est-à-dire pour payer ces agents qui y travaillent afin d'animer des émissions. Alors que nous sommes confrontés à une pandémie jamais vue auparavant dans le monde, qui amène le monde à changer de mode de vie, cette télévision-là, au lieu d'informer, éduquer nos populations, ces journalistes, ces animateurs, au lieu de faire passer des messages pour informer nos populations, la première des choses qu'elle fait, c'est des émissions de musique, des émissions satiriques, des amusements, pour abrutir encore une fois les populations. Pour ne pas amener les populations à prendre conscience du danger qu'elles courent. Et oui, la chaîne des grands énervements, la chaîne des abrutis. Aujourd'hui, combien sont les Ivoiriens qui prennent la peine, le temps de s'asseoir en face de leur télévision pour zapper la RTI et regarder les émissions à la télévision? Combien sont les Ivoiriens? Parce qu'elles ne croient plus à cette institution. Parce que la RTI, c'est une télévision d'État, c'est une institution. Ces individus-là qui travaillent sont payés avec l'argent des Ivoiriens, l'argent des citoyens. Comment ces gens qui sont payés avec l'argent des citoyens, ils ne sont même pas capables de faire des émissions appropriées aux événements du moment? On va dire qu'ils s'en foutent de ce qui arrive à notre pays. Nous allons voir, nous allons entendre pour la première fois un mort en Côte d'Ivoire sur la chaîne France 24. Diantre. Pourquoi vous obligez les Ivoiriens à payer une redevance télévision alors qu'elle n'est pas capable d'instruire, de former, d'informer les Ivoiriens? C'est quoi?
faire des choses comme on appelle des spots publicitaires, sur des mesures à prendre pour éviter les contaminations, les mesures barrières. Lavez-vous régulièrement les mains. Quand vous êtes dans la rue, portez les masques, les cache-nez, les cache-bouches, afin d'éviter la projection des salives. Quand vous êtes en face d'un individu que vous parlez, donnez-lui le côté pour discuter avec lui, afin d'éviter les salives. Évitez de trop rester longtemps en face de quelqu'un pendant plus de 5 minutes et de discuter. Donnez-lui toujours, mettez-vous toujours de profil pour discuter avec l'individu en face de vous. Portez-vous des gants. Évitez-vous de vous saluer, de vous embrasser. Ce sont ces mesures barrières-là qui pourront vous éviter à vous faire contaminer. Alors, pour mettre en chose comme on appelle, pour mettre en place ces mesures-là, pour respecter ces mesures-là, pour que ces mesures-là puissent être appliquées, c'est à l'État de Côte d'Ivoire d'aider les populations à avoir et des masques et des gants et des choses comme on appelle des alcools choses comme on appelle des manchettes de gel hydroalcoolique. Le budget de l'État de Côte d'Ivoire correspond, et il est mis en place pourquoi? Il est mis en place pour les Ivoiriens, pour améliorer le bien-être du peuple de Côte d'Ivoire, du citoyen ivoirien. Et quand nous sommes confrontés à ces genres de trucs-là, on n'a pas besoin de prier le gouvernement pour débloquer de l'argent. Comme je l'ai dit, pour mettre en place une unité de fabrication des masques, pour mettre en place une unité de fabrication d'urgence de gants, de masques. On n'a pas besoin de prier le gouvernement. Alors, qu'est-ce que nous assistons? À Salfo, avec l'Union européenne, faire des dons. Pourquoi, diantre? Allons-nous avoir des masques sur des dons des individus? L'État de Côte d'Ivoire est là, pourquoi? C'est quoi l'État? C'est quoi l'État? C'est quoi l'État? Est-ce qu'aujourd'hui, l'urgence du moment, c'est de construire une voie, une chose qu'on appelle une route? L'urgence du moment, c'est de préserver la vie. L'urgence d'aujourd'hui, c'est de préserver la vie. L'urgence d'aujourd'hui, c'est d'arrêter la propagation de ce virus-là. Et pour arrêter la propagation de ce virus-là, il faut avoir un comportement adéquat. Il faut que le gouvernement s'engage à prendre des mesures d'urgence. On n'a pas à briller ce gouvernement-là. Même si nous savons que vous êtes incompétents. Si nous savons, même si nous savons que vous n'avez aucune possibilité intellectuelle pour permettre aux Ivoiriens d'éviter cette catastrophe-là. Mais au moins, vous avez un cœur. Si vous avez un cœur. Mais au moins, vous êtes là pour des gens. Alors, pour donner ces gants, ces masques-là, on a besoin de porter l'effigie d'un éventuel candidat à une présidence. Mais c'est de la foutaise. C'est du mépris. Là où on parle de vie, là où nous parlons de vie, des individus peaufinent leur campagne pour les élections. Encore que, si ces élections-là auront lieu en octobre 2020, n'étant pas capables de rassurer les Ivoiriens, n'étant pas capables d'être aux côtés des Ivoiriens régulièrement, nuit et jour, en leur faisant passer des messages à la télévision, à la radio, des messages de tous les jours. Voilà que ce gouvernement d'amateurs, d'incompétents, se permet de rentrer dans les quartiers nuitamment et de construire des chapiteaux. Alors que nous savons
que Abidjan a 10 communes. Les 10 communes ont chacun un maire. Et dans chaque commune, il y a des quartiers. Alors, pourquoi ne pas décentraliser vos mesures? Demandez, convoquer les maires, convoquer les préfets, convoquer les sous-préfets, convoquer même les directeurs de santé régionaux, départementaux, sous-préfectoraux et préfectoraux, pour leur faire passer l'information en vue de les amener et de faire appliquer ces mesures-là sur le terrain. Ça faisait quoi à ce gouvernement de demander au préfet d'Abidjan qu'il prenne contact avec le maire de Yopougon, que le maire de Yopougon convoque les présidents des quartiers et les expose les décisions qui ont été prises en vue de les appliquer sur le terrain pour que ceux-ci partent informer leurs camarades, leurs amis, leurs concitoyens dans les quartiers. Et ensuite, commencer au vu de tous, selon les informations que les gens auront reçues, les constructions de ces chapiteaux. Maintenant, ces chapiteaux-là, vous les construisez pourquoi? Vous les fabriquez ou vous les installez pour faire un dépistage. Mais diantre, on met la charrue avant les bœufs maintenant. Vous faites un dépistage et la suite, ce sera quoi? Supposons que les gens acceptent de se faire dépister. Et lorsqu'ils se seront fait dépister et que certains auront su qu'ils sont porteurs de ce virus-là, la suite serait quoi? Vous avez le vaccin? Est-ce que vous avez le vaccin? Quand vous aurez su le nombre de contaminés, le nombre de personnes qui auront reçu le coronavirus, là, la suite serait quoi? Les mettre en quarantaine chez eux pour qu'ils meurent? Vous n'êtes même pas capable d'apporter, de donner aux citoyens des gants, des masques. Et vous voulez faire des dépistages? Et si vous dépistez, vous serez capable de donner des traitements aux gens? Est-ce que vous serez capable de donner des traitements aux gens? Est-ce que vous avez les moyens, puisque vous refusez de décaisser de l'argent? Parce que l'argent entier est d'ailleurs. Vous avez été, alors qu'on n'a même pas encore eu un seul Ivoirien qui a été contaminé, vous avez été l'un des premiers pays à dire officiellement que on avait quelqu'un qui était contaminé parce que simplement l'OMS, Organisation mondiale de la santé, aurait dit quelque part avec l'ONU que les pays africains, tous les pays qui auront eu des cas de coronavirus seront, chose comme on appelle financiers, en vue de les aider à faire face à cette pandémie-là. Net, le gouvernement Ouattara, comme on a dit l'argent, je me demande même si les premiers versements sont bien passés. Si les premiers versements sont bien passés. Hein? C'est quel pays ça? Rassurez, diantre, vos concitoyens. Alors que au bon chose comme on appelle au Gabon, Ali Bongo, dans ses difficultés de santé, prend des mesures en vue d'alléger la souffrance de ses concitoyens, prend des mesures en vue d'aider le citoyen à tenir parce qu'il y aura des confinements, surtout que nous savons que dans nos pays, au moins, ne serait-ce que 20% ou 15% de la population en l'âge de travailler, en fait, trouve du travail, sinon 80% ne travaillent pas. Vous demandez à ces gens-là de rester chez eux. Les marchés seront fermés. Comment ils se nourrissent, comment ils mangent? Là, vous ne pensez pas. Quelles sont les mesures apportées par les gouvernants? Quelles sont les mesures apportées par les mairies? Nous savons que nous sommes toujours au stade primitif, que les collectes
de mairie se font toujours dans les marchés avec des tickets, avec de l'argent. Donc les mairies collectent des impôts sur les marchés, tous les jours, des impôts. Et ils collectent des impôts dans les magasins, dans les kiosques, machin, tout et tout, les impôts synthétiques. Tous les jours, vous prélevez. Cet argent-là, vous le faites quoi avec ça en ce moment précis? À quoi on assiste? À des personnes, des individus qui fabriquent des masques avec des tissus. Quelle est la portée, l'utilité ou quelle est la résistance de ces masques en tissu? Parce que les masques que nous avons sont stérilisés. Au-delà même des jets de crachat qui s'arrêtent, mais également ça arrête les particules de ce virus-là. Mais les chiffons, les tissus que vous mettez sur, que nos frères, parce qu'on ne peut pas faire autrement, ils ne peuvent pas faire autrement que de faire ce qui est avec. En plus, ces masques-là, ils les achètent. Ce qu'ils peuvent faire, c'est ça, les acheter, les prendre, les laver et les porter. Mais quand on les porte là, c'est là le face-à-face. C'est là le moment dangereux. Celui qui est en face de toi, tu ne sais pas s'il a le corona. Or, le tissu là, ça n'arrête pas les particules du virus. C'est seulement les crachats. Alors, il faut informer le peuple. Il faut éduquer le peuple sur les mesures qu'ils doivent avoir régulièrement. Quand on n'a pas plus de moyens, on dit simplement évitez de vous mettre face à face pendant plus de 10 minutes dans vos conversations. Ayez une distance de sécurité d'au moins, chose comme on appelle 1 mètre. J'ai dû entendre dans une télévision, on dit une distance de sécurité de 1 kilomètre. C'est vraiment le top de la médiocrité dans ce pays-là. Le top des tops. Journaliste qui se met à la télévision pour dire une distance de sécurité de 1 kilomètre. C'est le top des tops de la nullité qu'on n'a jamais vu en Côte d'Ivoire. On n'a jamais vu un ministre de l'Éducation nationale qui ne sait pas prononcer coronavirus. Les cahiers, les écoles sont fermées, les cahiers doivent être ouverts. Ensemble, luttons contre le corona. C'est quoi ça? Pourquoi? Diantre, qu'est-ce qu'on a nous fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ce sort? Qu'avons-nous fait au bon Dieu? Diantre. Comment on peut donner un ministère aussi important que l'éducation nationale à cette tarée-là? Excusez-moi du peu, mais c'est une tarée. Depuis nous sommes petits, on va à l'école. Le ministre de l'Éducation nationale, Akoto Yao, c'est une référence Clindier. Avant lui, c'était Benadadier, ministre de la Culture. Akoto Yao, Bala Keïta. Mais diantre, ce sont des personnalités, ils peuvent pas parler n'importe comment. Ils ont le verbe, ça parle comme ça. Pierre Kipré. Ce sont des références, ça. Ce n'est pas un lapsus. Un lapsus, ce n'est pas ça. Ange Gozé, ce n'est pas ça un lapsus. Quelqu'un qui ne sait pas prononcer un mot, ce n'est pas un lapsus. C'est une carence. Lapsus, on se trompe. Mais tu lis et puis tu ne sais pas prononcer. Tu es carent. Manoku, salut. Ange Gossé. Ce n'est pas ça qu'on appelle un lapsus. C'est une carence et elle n'est pas à son premier coup. Elle n'est pas à son premier essai. Non, se tromper et puis, bon, je n'ai pas besoin de faire ce chose. Donc, elle est carence. Elle, c'est, voilà, l'une de ces vidéos, j'ai regardé, j'ai rigolé jusqu'à, en Afrique, et ce sont les enfants qui donnent les conseils à leurs parents. Ce sont les enfants qui donnent les conseils à leurs parents. Et ça aussi, c'est quoi? C'est un lapsus. Elle a une carence criarde. Et elle est ministre de l'Éducation nationale, elle n'a pas le droit à ce genre d'erreur. À ce genre d'erreur là. Oui, merci, je suis vraiment nul.
à ces gens de là, elle n'a pas le droit. On a eu des ministres, les Bala Keïta, qui ont le parler facile. Amani Nguessan, ministre, on appelle ça ministre de l'éducation. Il donne le savoir, c'est-à-dire il a une connaissance et il donne la connaissance. Il fait un programme, il donne le programme, la connaissance, mais tu connais rien, tu vas donner quoi? Tu vas donner quoi? Tu sais rien, tu vas donner quoi? Tu me parles de cas et choses comme on appelle, c'est un lapsus. Tu vas dire ça plusieurs fois, tous les jours, devant tes élèves, devant des professeurs, des éminents professeurs. Des éminents professeurs. Et tu voiles ton incompétence par la violence en menaçant chaque fois les professeurs. En menaçant chaque fois les professeurs parce qu'ils revendiquent leur droit. Le droit à la grève. Ça, c'est un droit fondamental de quelqu'un qui travaille pour améliorer son cadre de vie, pour améliorer son travail. Il pose des préalables et des préavis. D'abord, il négocie, il pose des préavis. Et quand ces préavis ne sont pas écoutés, il a une chose comme on appelle, il use de son droit de grève. Le droit de grève, ce n'est pas fatal. Ce n'est pas une fatalité. Fait la grève, il fait grève, vous discutez, vous réglez le problème, puis on avance. Et donc, je reviens sur ça. Quand on met les chapiteaux et on dit on va faire un dépistage, quand on fait le dépistage, après la suite, c'est quoi? C'est ce qui envoie la catastrophe, la grande catastrophe au niveau du VIH-Sida. Le VIH-Sida, les gens n'avaient pas chose comme on appelle les traitements, les antirétroviraux. Et quand même il y en avait à l'époque, ça coûtait très cher. Et donc, quand les gens ils sont malades, non seulement ça fait honte, mais quand ils sont malades, ils ont peur d'aller se faire dépister. Parce que tu te fais dépister, tu es sûr de mourir parce qu'il n'y a pas un traitement pour ça. Il n'y a pas de traitement pour ça. Alors qu'en Europe ici, on n'a pas de vaccin. Les gens font des traitements avec la chloroquine, avec certains composants. Dans d'autres, c'est la même chloroquine. Mais malgré ça, il y a des morts. Mais en Europe ici, là, aux États-Unis, il n'y a pas encore eu de dépistage. On n'a pas encore eu de dépistage. Et quand on va faire le dépistage unilatéral, alors c'est qu'on a eu un palliatif. On a eu quelque chose pour régler le problème du dépistage. Les gens sont en droit alors de se poser la question: est-ce que réellement c'est un dépistage que vous voulez faire, ou bien vous voulez inoculer un test vaccin aux Ivoiriens? C'est là la grande transparence. Il n'y a aucune transparence dans ce que vous voulez faire. C'est là la problématique. Puisqu'il n'y a pas de communication, puisque les Ivoiriens ne sont pas informés de ce que vous voulez faire, la suspicion peut demeurer et la désinformation peut circuler. Or, ce moment-ci, ce moment où le monde tout entier est confronté à ce mal pernicieux, vous devrez décréter un rassemblement national. Si vraiment vous êtes des vrais gouvernants, vous devrez décréter en ce moment précis un rassemblement national. Un rassemblement où il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de région. Là, on parle de rassemblement autour de la mère patrie pour sauver la Côte d'Ivoire, pour sauver les citoyens ivoiriens. Alors, dans ce cas-là, vous, nous, tous les Ivoiriens et habitants en Côte d'Ivoire, nous nous sentons concernés par cette bataille. Ce n'est pas une bataille de Gon Coulibaly, ce ne sera pas une bataille de choses comme on appelle Assalfo, ce ne sera pas une bataille
de Madame Simone Gbagbo, ce sera une bataille de tous les Ivoiriens et tout le monde se sentira concerné. Tout le monde se sentira concerné en ce moment précis. Alors, on pourra interpeller le voisin d'à côté. Ah, voisin, fais attention, hein. Ah, voisin, fais attention, hein. Ah, voisin, fais attention, hein. Mais quand, dans ce moment où tout le peuple, il ne s'agit pas de Yopougon, de Cocody, d'Abobo, il s'agit du monde entier. Il s'agit du monde entier. Donc, quand nous devrons faire cas de notre pays, ce n'est pas une évidence, mais c'est une nécessité, mais c'est une obligation. C'est une obligation que ce gouvernement-là appelle tous les partis politiques. C'est une obligation. On fait une trêve politique. Au lieu de convoquer des leaders de partis politiques à la préfecture, l'heure actuelle est au rassemblement de toutes les couches sociales. L'heure aujourd'hui est au rassemblement de toutes les composantes de la société ivoirienne pour lutter contre le coronavirus, pour lutter contre cette pandémie-là, pour que nous ayons raison de cette maladie-là. Alors, des propositions sensées pourront être proposées à ce gouvernement-là. Des propositions concrètes pourront être proposées à ce gouvernement-là. Ce sont des propositions pas pour donner un nom au gouvernement, mais pour sauver le citoyen ivoirien. Pour sauver le citoyen ivoirien. Tout comme en Occident, tout comme en Europe, aux États-Unis, tous les grands spécialistes de la médecine, les chimistes, les biologistes, les virologues, tous ont été rassemblés et ils ont mis des moyens à leur disposition pour travailler. Cette même façon de faire, là, nous pourrons l'appliquer chez nous. On a de la compétence, on a des cerveaux en Afrique. Et tout cela pourrait être mis en interconnexion avec, par exemple, ceux du Burkina, ceux du Mali, ceux du machin, travailler en symbiose, puisque nous avons des plantes, nous avons des moyens naturels pour travailler sur cela et sortir, nous aussi, un jour, un vaccin que l'humanité, le monde entier pourrait dire que l'Afrique a trouvé ce jour-là un vaccin contre le coronavirus qui vient de Chine. Ces animaux-là, ce sont des animaux que nous avons chez nous. On a la chauve-souris en Côte d'Ivoire. Ils sont au plateau matin, le soir ils vont à Williamsville, au cimetière. On a les pangolins. Pourquoi ces chercheurs-là, on ne pourrait pas leur donner des moyens? La preuve en est que des médecins, aujourd'hui, ils ont produit un communiqué. Ils travaillent dans des conditions déplorables. Exposés eux-mêmes à cette maladie-là. Exposés eux-mêmes. Mais néanmoins, ils y sont. Ils vont aux choses comme on appelle. Ils vont au front. C'est-à-dire qu'on a des gens volontaires pour le travail. Mais donnez-leur les moyens. Pourquoi aller commander 1 milliard de choses comme on appelle de cache-nez ou de masques en Chine, alors que les 1 milliard peut monter un laboratoire de fabrication de cache-nez qui pourrait produire chaque jour 2 000, 3 000, 4 000, 10 000, 100 000 cache-nez par jour pour distribuer aux populations gratuitement. N'est-ce pas l'argent de la Côte d'Ivoire? N'est-ce pas l'argent des Ivoiriens? Et ça, on a besoin de pleurer sous les pieds des gens pour cela. On a besoin de demander pardon à un dirigeant pour ça. La conscience humaine, le patriotisme amène les gens à prendre des décisions fortes qui engagent le peuple ivoirien, qui sauvegardent la nature, chose comme on appelle l'espèce humaine. C'est à cela que nous sommes confrontés, au défi de la sauvegarde de l'espèce humaine. Nous ne sommes pas confrontés à un problème de l'Afrique seulement. Nous sommes confrontés à un problème de sauvegarde de l'espèce humaine. Et il faut qu'un jour, le nom de nos pays aussi soit retenu pour dire qu'on a combattu et on a trouvé. Parce que tous les grands pays, tous les pays sont en concurrence. Hein. Ici, là, en Europe, ici, là, il n'y a pas de pangolin, il n'y a pas de chauve-souris. Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a même.
On parle de Chine, on parle de choses. Donc nous, déjà, on a un avantage. On a ces animaux-là. Et tous les scientifiques sont en concurrence. Tous les scientifiques. D'ailleurs, quand le professeur Didier Raoult propose la chloroquine, ses autres compères qui sont en concurrence avec lui contestent lui, chose qu'on appelle ses recherches. Ouais, la théorie a toujours précédé la pratique. Tu n'as jamais su ça, Robert Ali, ou bien chose qu'on appelle Robert Hall. Toutes les pratiques sont précédées. On a théorisé d'abord ça. Et c'est après la théorie qu'on met en pratique. Donc tu dis la théorie, mais la théorie, c'est pas facile. La théorie n'a jamais été facile. Tout ce qui est cherché là, c'est la théorie. Même les recherches scientifiques là, c'est la théorie. On fait la théorie et puis on prend ça, on met ça en pratique. La pratique là, ce sont les essais. Moi, je ne suis pas un technicien de la santé. Mais ce que nous savons, et ce n'est pas caché aujourd'hui, tous les grands techniciens de la santé sont rassemblés pour travailler, pour sortir un résultat. Est-ce que ça a été fait en Côte d'Ivoire? Ça a été fait en Côte d'Ivoire. La seule chose qu'on nous montre, c'est les chapiteaux de Yopougon. Conséquence de ces chapiteaux-là, maintenant on regarde sur les vidéos assistance, les vidéos pour voir qui sont ceux qui ont cassé puis on les arrête. Encore la prison. Au moment où le chef d'État lui-même gracie des prisonniers politiques, vous arrêtez des gens, vous les remettez encore en prison. Ça c'est pas possible. Non, soyez sérieux un jour, soyez sérieux, soyez sérieux, sérieux. Le monde dans lequel nous sommes là, le monde dans lequel nous sommes là, a été théorisé par des choses comme on appelle des gens. C'est pourquoi on parle de théorie. La théorie, ils ont théorisé ça et puis après ils ont mis en pratique. Quand on parle de voiture, c'est des gens, des choses comme on appelle le moteur diesel, c'est un allemand. Il a théorisé ça, il l'a mis en pratique et le diesel, le moteur diesel est passé. C'est comme ça. Si tu ne sais pas, voilà. La théorie là, c'est comme les maths, on fait un calcul. Ça c'est la théorie. Et puis on met ça en pratique, ça devient du solide. Vous êtes là, vous parlez n'importe comment. Vous croyez que nous, on se met en face des caméras pour parler n'importe comment sans avoir une culture minimum pour venir nous exprimer comme ça, inutilement, bêtement. Vous croyez que nous sommes venus pour venir nous confronter. Je ne suis pas venu ici pour faire la politique. Moi, je suis politique. Le moment des politiques va venir, on va parler politique. Mais là, il s'agit de la vie. Et là où il y a la vie, on n'a plus le droit de parler de politique. Cela voudrait dire tout à fait, il faut investir. Tu vas à l'université, chose comme on appelle, et à l'université là, à Cocody, il y a un jardin botanique. Ce jardin botanique là, les plantes, les machins, ça sert à quoi? Mais mettez les moyens dans ces chercheurs là. Mettez les moyens. Ils vont nous sortir de ces trucs. Pourquoi toujours attendre de l'autre alors qu'on a de la compétence? Qui doute de choses comme on appelle de la compétence de nos choses comme on appelle de nos médecins, de nos savants, de nos chercheurs? Personne ne doute, personne n'en doute. Mais les moyens, est-ce qu'ils ont les moyens? Est-ce qu'ils ont des laboratoires adéquats pour travailler? Est-ce qu'ils ont les moyens? Est-ce qu'ils ont les moyens? Là, on est en train de parler de la vie. On n'est pas en train de parler de politique. On n'est pas en train de parler de politique. On n'est pas en train de dire que machin tout et tout. Cela voudrait dire simplement que les politiques, la conséquence de ça, là, ce sont les politiques qui ont échoué. Ce sont les politiques qui ont échoué. Parce que là, on prend des mesures comme ça, et comme ça là-bas, bien, machin tout et tout, mais on prend un truc qui est interplanétaire, qui a attrapé des choses comme on appelle Burkina, qui a attrapé Mali, surtout que nos frontières sont poreuses. Où on rentre, on sort comme on veut. Là-bas, est-ce que quand on dit qu'on ferme les aéroports, mais les routes là, les gens passent comme ils veulent, puisque nos frontières sont des frontières naturelles. Les gens, ils ont leur village après le Ghana là-bas, ou bien après le Burkina, ou bien après le Libéria. Comment vous contrôlez ça? Vous ne pouvez pas contrôler. C'est la réalité en Afrique.
Et pour éviter ça, ce n'est pas de fermer les frontières, c'est de donner les moyens aux citoyens d'abord pour éviter la propagation de ce virus-là, la contamination de ce virus, c'est de donner les citoyens afin d'avoir des mesures barrières. Vous allez au marché, les vendeuses au marché doivent avoir des gants, des cache-nez et choses comme on appelle conserver un périmètre, choses comme on appelle une distance de sécurité. Ça sera bien. Et de ne pas se parler en face à face. Ça évite déjà choses comme on appelle la transmission du virus. C'est ça. Mais dire aux gens dans un quartier où les gens ne mangent pas dans la maison, il n'y a pas de marché, on ferme le marché, restez à la maison, ne sortez pas. Vous pensez qu'il va mourir du virus? Croyez-vous que c'est du virus, il va mourir ou c'est de la faim? Vous cherchez à résoudre un problème pour en créer d'autres. Ce que je fais, Vamara Karamoko, ce que je fais, c'est ce que je suis en train de faire là. Ce que je fais là, tu écoutes. Il ne faut pas être abruti et chose comme on appelle bête. Tu écoutes ce qu'on te dit. Je suis en train de te dire qu'il faut adopter des mesures barrières. Tu mets ton cache-nez. Ton cache-nez là, quand tu mets ton cache-nez là, il ne faut pas prendre ta main là pour toucher ça. Tu prends la corde là pour enlever. On l'utilise quand tu arrives dans la maison là, tu le laisses. Il faut avoir un instant. Vous êtes connectés, restez connectés. Voilà. Le cache-nez. Nous parlons du cache-nez. Voilà. J'ai mon cache-nez ici. On met comme ça. Là. On pince là avec le doigt. Quand on veut enlever là, ici, c'est ici. On enlève ça. Vous avez le gant. Une seule utilisation. Et voilà mon gel hydroalcoolique. Voilà. Vous avez ça. Quand vous finissez, vous lavez la main avec ça. Mais quand vous êtes à la maison, vous n'avez pas besoin du gel hydroalcoolique. Voilà. À la maison, vous prenez de l'eau, du savon, vous lavez la main. Mais quand vous êtes dehors, vous avez votre petite bouteille hydroalcoolique, vous avez votre gant, vous avez le cache-nez. Et quand vous voulez vous moucher, vous prenez un mouchoir. Vous mouchez une fois, vous jetez le mouchoir. Voilà. Et ça évite. Et ça, le gouvernement doit distribuer ça dans les foyers, dans les ménages. Le gouvernement doit distribuer ce petit truc-là dans les ménages, dans les foyers. Ou sortir de l'argent pour la fabrication de ce truc-là. Quand on a fini de fabriquer les paquets, là, on donne ça dans les maisons. Les gants. Tout ça, ce sont des trucs stérilisés. C'est stérilisé, ça. C'est stérilisé. On ne va pas prendre du papier ou des choses comme on appelle du tissu pour fabriquer un cache-nez. Il y a de la poussière, il faut laver. Ça n'arrête pas le virus. Ça arrête, ça stoppe seulement le crachat. Le virus, c'est autre chose. Ce sont des petites particules fines. Ça rentre dans le narine. Le virus, il rentre dans la partie humide du corps, c'est-à-dire dans les narines. Il demeure là. À partir du narine, il descend dans l'ésophage, il descend dans le poumon. Et c'est dans le poumon, il fait son travail. C'est là qu'il infecte. Et là, tu manques de souffle, tu t'étouffes. Tu as une chose qu'on appelle la fièvre, tu transpires, tu es fatigué constamment. Et quand tu constates que tu es fatigué, tu t'étouffes, alors c'est un cas de coronavirus. Donc pour éviter ça, tu prends ton cache-nez, tu le mets là, jusqu'à sur la bouche, regardez, vous fermez là, vous pincez là, et quand vous l'enlevez, n'enlevez pas avec la main comme ça, vous enlevez là, la baguette là, vous l'enlevez. Voilà, ça vous évite, si vous êtes porteur du virus, ça vous évite de transmettre à l'autre. Et si l'autre est porteur du virus, ça vous évite
d'avoir le virus sur vous. Et le gant, quand vous l'enlevez, vous le jetez, vous lavez les mains, vous mettez le gel alcool hydroélectrique. Ça, le gouvernement peut en fabriquer. Peut en fabriquer. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas l'argent de Bon Coulibaly. Ce n'est pas l'argent de Ouattara. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Quand tu te lèves, tu vas acheter du pain. Comme je l'ai dit dans ma vidéo hier, tu vas acheter du pain 75 ou 125. Le pain que tu achètes là, il y a un impôt qu'on appelle TVA. Taxe sur la valeur ajoutée. C'est l'impôt que tu payes. Sinon, en réalité, le pain, il est moins que ça. Cet argent-là, on prend dans le gouvernement. C'est l'impôt que tu as payé là. C'est ça qui te permet d'exiger que le gouvernement fasse sa quote-part sur ce genre de trucs-là. Donc, si Amadou Gon Coulibaly donne quelque chose, ce n'est pas à son nom. Parce qu'il n'a jamais donné quelque chose auparavant. Voilà. Il n'a jamais donné quelque chose avant qu'il ne soit ministre. Donc, nous parlons de cela. Maintenant, la question est de savoir, le dépistage répond à quoi? Après le dépistage, quelles sont les éventuelles actions que les gens vont mener? Maintenant, on sait le nombre, le taux de contaminés en Côte d'Ivoire ou à Yopougon. On va dire 25%, 25%, 10%. Qu'est-ce qu'on fait? On a un vaccin? Non. Jusqu'à aujourd'hui, dans aucun pays au monde, un vaccin n'a été utilisé. Jusqu'à aujourd'hui, dans aucun pays au monde, il y a eu de vaccin. Nous, on n'a pas de vaccin et puis on fait un dépistage. Cela répond à quoi? Moi, je veux savoir. On fait le dépistage pour connaître le nombre de choses comme on appelle des Ivoiriens contaminés. Et puis quoi à la suite? La suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? Les vacciner. Donc, s'il n'y a pas de vaccin, à quoi sert le dépistage? C'est pour encore créer une psychose. Parce que les gens que vous n'informez pas, les gens qui ne savent pas, comment le virus évolue, sitôt qu'ils sont dépistés, on leur dit, tu as le coronavirus. Mais le gars, il ne sera plus bien dans sa tête psychologiquement. Il est affaibli. Et des gens qui ne sont pas forts mentalement pourraient se donner à la mort, pourraient se suicider. Comme le dirigeant de Reims en France ici, qui a été détecté, chose comme on appelle du corona, et il s'est suicidé. Maintenant, s'ils n'ont pas de kits de dépistage, à quoi servent alors les différents chapiteaux? Ou bien c'est justifier le jeton qu'on leur a donné là. Parce qu'en Côte d'Ivoire ici, vraiment, c'est chaud. C'est chaud. Une fois que il y a un truc comme ça, les gens cherchent tout de suite manger. On va parler comme en Côte d'Ivoire. Les gens cherchent tout de suite manger. À quoi ça sert s'ils n'ont pas de kit de dépistage? Moi, je suppose et je crois qu'ils ont des kits de dépistage. Parce qu'en Europe, ici, il n'y a pas de dépistage. Le dépistage, il est volontaire. Et il n'y en a même pas même. Dans certains coins, là, on prend, c'est une tige comme ça. On prend, on nettoie dans les, et puis on voit, on tape si tu as coro ou bien tu n'as pas coro. Bon, si vous n'avez pas de kit de dépistage, là, maintenant vous faites ça, là, les chapiteaux, là, c'est pourquoi? Donc, les populations sont en droit de demander. Et vous êtes dans l'obligation d'informer, comme l'a fait le préfet d'Abidjan. Comme l'a fait le préfet d'Abidjan. Alors, si c'est pour confiner des malades, il serait normal, il serait bienséant de les installer sur des stades. Il y a un stade à Yopougon. Le stade, il y a le stade à BAE, il y a le stade de choses comme on appelle Selmer. Il y a plusieurs stades à Yopougon, à Koumassi, Pogwe. Il serait mieux de les installer, de dresser vos chapiteaux sur des stades qui sont eux un peu isolés des habitations pour ne pas que d'éventuels malades puissent échapper et aller contaminer des gens sur un seul contact.
Il y a des guérisons en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il faut savoir. Mais les guérisons en Côte d'Ivoire, dites-leur par comment les gens ont été traités. Vous pensez qu'il s'agit de dire comme ça et puis les gens vont prendre ça comme une chose comme on appelle et une lettre, chose comme ça. Il y a des guérisons en Côte d'Ivoire, c'est ça. Ils ont été traités comment? Nous, Yuka et Kouya, ils ont été traités comment et ils ont été guéris. Et leur maladie là était à quel niveau? Parce que quand je parle de guérison, ne dis pas que quelqu'un il a eu une chose comme on appelle. Il y a beaucoup qui ont le virus qui ne développent pas la maladie. C'est quoi une guérison? Quelqu'un qui était dans un coma qu'on a guéri ou quelqu'un qui était à un niveau, et chose comme on appelle un niveau très poussé qu'on a guéri. Dites-nous à quel niveau ces malades étaient et puis ils ont été guéris. Et ils ont été guéris avec quel traitement? Arrêtez de faire de la propagande. Arrêtez de faire de la propagande gratuite. Ça ne va pas donner des galons à ce régime-là. Arrêtez de mentir aux Ivoiriens. Ils ont été guéris sur quel traitement? C'est ce que nous on veut savoir. On veut croire que ces personnes ont été guéries. Ok. Mais ils ont été guéris sur quel traitement? On les a traités comment ils ont été guéris? Et à quel niveau ils étaient poussés dans la maladie? Je te rappelle, le temps d'incubation de ce virus est de 10 jours. Si tu as le virus 10 jours après le temps d'incubation, c'est sûr que tu vas en réanimation. Et là, tu es en réa comme le premier ministre anglais, comme on appelle Johnson, comment il s'appelle là, qui est en réanimation là-bas. Là. On te plonge dans un combat artificiel. Donc, ceux qui ont été guéris là, ils étaient à quel niveau de leur maladie et comment ils ont été traités puis ils ont été guéris. Ne nous prenez pas pour des incultes. Nous ne sommes pas des incultes, hein. Nous qui venons sur les réseaux sociaux pour parler là. On a pris des choses comme on appelle, on a un bagage, un petit bagage intellectuel, et puis on l'a mis dans notre tête, et puis on est venu parler ici. On ne va pas venir dire, on nous a dit, on a dit que, Maman a dit que, non. Ne nous prenez pas pour des cons. Hein. Ils ont été guéris comment? Ici, là, en Europe, là, quand on guérit quelqu'un, on dit, il a été guéri de cette façon-là. Il a été administré telle dose de médicaments, tel machin qu'il a guéri. Didier Raoult, là, il l'a dit. Il dit, la chloroquine avait telle composante, 3 composantes. Mais la composante essentielle, c'est la chloroquine. Ce sont ces 3 composantes-là. Quand tu as un niveau où tu fais la maladie, c'est avec ça on t'administre, on te fait un sérum jusqu'à ce que le virus lui-même là, il soit indétectable. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu n'avais pas dit que le virus a disparu de ton corps. Tu es guéri. Mais c'est indétectable. Donc ça veut dire que tu ne transmets plus le virus. Mais là, nous parlons de guérison. Nous parlons de guérison là. Donc on cherche un remède un vaccin qui pourrait guérir totalement un malade. C'est différent de vos conneries que vous racontez là. C'est différent. C'est pareil comme le VIH. Il y en a qui ont le VIH aujourd'hui là, c'est indétectable dans leur sang. Mais ça ne veut pas dire que le VIH là, il en est guéri. Une fois que tu es guéri là, c'est-à-dire qu'il est disparu totalement. Mais on dit indétectable, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas. Voilà. Donc, s'ils sont guéris, ils n'ont qu'à nous dire. Alors, s'ils sont guéris par un traitement, alors on saura qu'il y a un traitement en Côte d'Ivoire. On saura qu'il y a un traitement en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire sera le premier pays au monde qui a eu le traitement du coronavirus. Et puis les gens vont aller se traiter là-bas. C'est ça que les gens veulent savoir. Non, on nous dit il y a eu des guéris, il y a eu des guéris, il y a eu des guérisons. Je ne réponds à quoi? Arrêtez de faire de la propagande. Il s'agit de la vie des milliers d'Ivoiriens. Il s'agit de la vie de milliers d'Ivoiriens. À 6 h du matin, dès que chose comme on appelle le coup-feu là fini net, tout le monde est dans le bus, tout le monde est sur le bateau-bus en train de partir au travail. Mais les gens qui se mettent en contact là, qui se sont collés pour aller au travail, au bateau-bus, machin et tout là, c'est pas des situations de transmission de ce virus là. C'est pas des situations de transmission de ce virus là qui se développent. Or, le confinement, c'est d'éviter. Le contraire, le confinement, c'est d'éviter qu'il y ait du monde. Il y ait des gens proches. Donc ici,
Ceux qu'on ne voit pas la nécessité pour eux d'aller au travail, dans leur administration, ils ont développé des systèmes où on appelle télétravail. Donc à partir de leurs ordinateurs, ils travaillent. Maintenant, ceux qui sont obligés d'être là pour travailler, là, ils ne sont pas nombreux, ils vont au travail. Et dans certains cas, on met des travailleurs en chômage technique. Or, cette mesure de chômage technique, là, le gouvernement prend une partie. Parce que le chômage technique, on ne te paye pas entièrement ton argent. Donc le gouvernement prend une partie en compte. Donc, fait un complément de ce chômage technique-là. Voilà, parce que eux, ils ont des moyens. Ils sont organisés avant même que tout cela n'arrive. Donc, ils savent comment pallier à ces choses, comme on appelle ces manquements-là. Donc, le travail continue. Les gens sont à la maison, mais ils travaillent sur leur ordinateur. Les factures du courant, les machins et tout, là, c'est prélevé, les gens travaillent. Mais nous, là, on ne peut pas faire ça. Si on n'a pas les moyens de faire comme les Blancs, là, on réfléchit par nous-mêmes selon notre sociologie, selon notre démographie et selon nos moyens. Et comme la Côte d'Ivoire est émergente cette année de 2020, là, c'est-à-dire qu'on est devenu maintenant puissance économique en Afrique. On nous l'a promis. On nous l'a promis. On dit Côte d'Ivoire émergente en 2020. Nous sommes en 2020. Qu'est-ce qu'il en est de l'émergence? On parle bien de là. Qu'est-ce qu'il en est de l'émergence? Normalement, on ne devrait même pas regarder toutes ces improvisations à l'amateur. Amateur de nullité qu'on regarde ça et là. On improvise. Les gens sont assignés pendant que le peuple meurt. Il y a un ministre qui s'élève pour dire, lui, il a été contrôlé positif. Et puis on le voit en train de faire ça. Mais arrêtez de vous foutre du peuple ivoirien. Arrêtez de vous foutre des gens. Arrêtez de vous foutre des gens. Arrêtez. Respectez le peuple. Respectez le peuple, même si vous n'avez... Attends, même si... Mais au moins, ayez le respect, même, ayez la pitié pour ce peuple-là. Même si vous n'avez pas la chose de respect, mais ayez pitié de ce peuple-là. Pour qui vous êtes là? Pour qui vous êtes là? C'est vous qui devrez courir après les gens. Vos citoyens. C'est vous qui devrez peut-être même pleurer. Et on ne vous voit pas. Et on ne vous voit pas. On fait conseil des ministres. Le président est assis à 1 km de ses ministres, il porte cache-nez. Ça répond à quoi? C'est-à-dire que lui-même, là, il n'est même pas instruit de la possibilité de transmission même de ce virus-là. C'est quoi? Un conseil de gouvernement. Eux tous sont loin, le conseil porte cache-nez. Ça répond à quoi? C'est publicité de cache-nez? Ou bien vous voulez montrer aux citoyens que vous êtes chose comme on appelle, vous avez pris des mesures de protection. Et ça, c'est nul, ça. Ton interlocuteur est à 3 mètres de toi. Tu crains quoi? Ou bien vous n'avez pas de conseils au niveau de choses comme on appelle, de ce phénomène-là. Vous n'avez pas des gens, des médecins, des machins qui vous conseillent. Pourquoi? Votre attitude doit amener le peuple à avoir confiance. Vous-même, vous avez peur. Vous voulez que le peuple ait confiance à qui? Vous-même, là, vous avez peur. Vous ne vous mettez pas dans le peuple. Vous êtes je dis même Assini, dans les hôtels d'Assini. Est-ce que vous savez même hôtel d'Assini même? Assini, là. Les châteaux, les villas, les machins qui sont là-bas, là. Souvent, c'est l'hélicoptère même qui aéroporte les gens là-bas. Et ils sont là-bas, ils font la belle vie, ça mange crampage. Et puis on voit le président, il a en vidéo, chose avec son premier ministre, et puis il dit, il travaille. Où est le résultat de ce travail-là? Les Ivoiriens continuent de payer des masques en tissu, chez les choses, comme on appelle chez les anangos qui coulent ça à la main. Et en plus de cela, les prix des denrées alimentaires augmentent. Où est le gouvernement?
Les prix des médicaments dans les pharmacies augmentent. Où est le gouvernement? Il est où le gouvernement? Il est où? C'est lui qui anime et qui encadre l'action gouvernementale. Le Premier ministre, il est où? Et c'est lui qui est censé représenter la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens là, qui dit d'après lui-même qui a été élu là. Il est où? Alors, quand cela démissionne, mais c'est à ces réactions-là qu'on assiste. Ces jeunes gens qui sont livrés à eux-mêmes dans la désinformation. Mais c'est à ce genre d'action-là qu'on va assister. Et vous savez comment on appelle ce genre de pays-là? République bananière. C'est ça, de ouïa-ouïa. République où quand le président dit « Oh, c'est lui ». Quand il n'est pas là, tout est mélangé là, c'est ça. République de ouïa-ouïa. Et puis on convoque la Soadou à la préfecture parce qu'il aurait tenu des propos qui disaient que allez vous faire enrôler. Continuez, allez vous faire enrôler massivement. Le reste là, pour discuter, pour voir ce qu'on peut annuler les choses, le paiement des cas d'entrée là. Laissez-nous, on va discuter. Ça là, on prend bien, on poursuit quelqu'un pour ça. Alors que vous n'êtes pas capable de vous occuper du peuple. Vous n'êtes même pas capable de vous occuper du peuple. J'ai regardé la vidéo d'un jeune tout à l'heure là, écœuré, qui disait quand tu vas l'insulter, quand tu vas dire ta main qu'on va te mettre en prison, mais tu le regardes désespéré. Désespéré. Ça veut dire que ce gouvernement là donne de quoi à vomir. Je vous le dis, ce n'est pas du mépris. Mais ces gens-là se foutent des Ivoiriens. Ces gens-là se foutent éperdument de ce que les Ivoiriens ont ou pas. L'essentiel, c'est leur protéger, c'est leurs parents. C'est leur protéger, c'est leurs parents. Comment Assalfo, lui, un artiste musicien, va distribuer des gars avec l'Union européenne? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi c'est Assalfo qui doit faire des dons? Pourquoi? Pourquoi c'est Didier Drogba qui doit faire des dons? Pourquoi? Pourquoi ce sont des artistes qui doivent faire des dons? En 2020, là, on n'est plus chose comme on appelle les émergents. 2005, on n'est plus émergent. Ah, j'ai entendu dire par un ancien chef d'État que la Côte d'Ivoire a les moyens de faire face à toutes sortes de crises. J'ai entendu dire, et c'est en vertu de cela, que quand il y avait la crise depuis 2002, le pays était fermé là, que les gens ont été payés. Et ceux qui étaient de l'autre côté, et ceux qui étaient ici. Et de l'argent sortait pour entretenir des parrains de la rébellion. On les payait comme anciens chefs d'institution. Ça là, la Côte d'Ivoire était coupée en deux. Les entreprises en ont fui. Oui, il y en a qui ont fui. Et puis la Côte d'Ivoire roulait avec propre fonds, mais réussissait à payer ses crédits. Au moment où la Côte d'Ivoire est émergente, au moins tous les gens là, ils ont envoyé leur argent, vous ont donné leur argent en crédit là. C'est en ce moment-là. On cherche des éventuelles aides, quelque part, le peuple en train de mourir. Et puis on dit oui, on est victime du corona, OMS, donnez-nous l'argent. On va attendre, commander des masques. Et les masques là, c'est la France qui va payer, ça va descendre en France, comme avant on le faisait. Et puis maintenant nous, notre masque avec notre argent là, les 60% des valeurs qui vont être déposées dans leur banque là-bas, dans leur chose, comme on appelle, ils vont prendre ça, ils vont envoyer notre part. Et puis notre part là, ils vont prendre, ils vont distribuer ça à leurs parents. Ils vont distribuer ça à leurs parents. Et puis ils vont mettre ça dans les hôpitaux. Ça là, dans mon service, je prends ça plein. Je prends ça plein parce que je travaille. Pendant ce temps-là, je travaille. Donc on me donne les moyens de pouvoir avoir des mesures de barrière. Alors, nous dans nos pays, on est pauvres. On voit des populations vulnérables qui n'ont pas de moyens. Et comment on peut le savoir? C'est dans les quartiers. Dans les quartiers, là, il y a les chefs des quartiers, il y a les présidents des jeunes. On sait qui a les moyens, qui n'a pas les moyens. On sait qui, dans quel foyer les gens travaillent. On sait qui ne travaille pas. On peut venir faire des dons à travers le maire,
à travers le chef de village, à travers l'État envoie des kits pour distribuer aux familles des gants, des masques, des gels hydroalcooliques. On dit le pouvoir, la République soutient ses habitants, soutient ses citoyens. C'est ça, on dit la République soutient ses citoyens. Alors, en 2002 ici, là, lors de la première rébellion, on a vu des Ivoiriens fuir en exil. Quand ça a chauffé au nord, il y en a qui sont partis au Ghana, au Libéria, au Burkina, au Mali, machin tout et tout. Lui qui était là, il a regardé parti politique, ou bien il a pris t-shirt et puis on a mis son nom dessus pour dire action, pour chose. Non! Il allait chercher des Ivoiriens qui avaient fui, qui étaient allés se confiner quelque part en Guinée, aux choses comme on appelle. Ils sont allés les prendre par bateau du Libéria en Guinée, on les a menés tous. Il a même donné 300 millions au président du conseil général de Boaké, Jean-Claude quoi là, comment il s'appelle là. Il a même construit ou donné une maison à la reine de choses comme on appelle des baoulés pour continuer ses activités de choses comme on appelle. Il a même donné de l'argent au président du conseil général de Boaké pour permettre aux choses comme on appelle aux ressortissants de là-bas de les recevoir. Est-ce qu'il s'est dit que c'était un PDCI alors que PDCI était de connivence avec le RDR dans cette rébellion-là? Mais il a pensé à l'homme ivoirien d'abord. Et lorsqu'il y a eu Marcoussi, il a appelé tous les partis politiques. Avant que ceux-là s'asseyent à Clément pour discuter, là, il a appelé tous les partis politiques. Il les a reçus. C'est ça qu'on appelle l'unité nationale autour de la mère patrie. Quand elle est menacée, elle est en danger. C'est la suite de cela. Ils sont partis là, puis chacun allait jouer son kucha. Chacun allait jouer sa sorcellerie là-bas. Et c'est là-bas qu'on a divisé la Côte d'Ivoire. Chacun a pris sa position. On dit voilà, ils sont devenus G7. Maintenant, ils sont montrés que c'est eux-mêmes qui combattent le régime là. Mais avant, c'était les citoyens ivoiriens. Et là, nous sommes confrontés à quelque chose qui n'appartient ni à l'opposition, ni au pouvoir. C'est une chose, c'est un virus, on ne le voit pas. Il est partout, il menace l'espèce humaine. De la même façon que tous les pays prennent des mesures pour indiquer à ce phénomène-là. C'est comme ça, nous devrons nous regrouper autour de la même patrie afin de pouvoir lutter tout ensemble et de minimiser l'effet pervers de choses comme on appelle de ce virus-là, donc la contagion d'une forte masse de la population. Et pour éviter ça, pour indiquer ça, c'est quoi? C'est de former régulièrement les citoyens à la télévision. Matin, midi et soir, au lieu de nous passer des films, de nos telenovelas, de nous passer les 5 midi, de nous passer tempo, de nous passer faut pas faire ça, qui fait ça. Si on pouvait régulièrement regarder la télévision, comment se comporter, comment avoir des gestes, comment porter son masque, comment marcher, tout, la population serait informée des actions qui seront menées à Yopougon, dans tel niveau, les choses comme on appelle la préfecture d'Abidjan doit mener telle action. On demande aux populations de ce coin-là de s'associer à ces événements-là en vue de la réussite de cette opération-là. Et les gens se sentent concernés et ils y participent à la réussite de ces événements-là. Vous ne pouvez pas entrer dans le quartier des gens comme dans une maison, venir faire n'importe quoi et puis vous pensez que les gens de cette maison vont vous laisser faire. Pourquoi? C'est comme ça qu'on appelle diriger un pays. C'est cela, diriger un pays. Si c'est diriger un pays, ça, mon frère, vous avez merdé et vous avez échoué. Vous avez échoué. Vous avez échoué parce que aujourd'hui, l'Ivoirien est menacé et il se défend par ses propres moyens. Quand il défend, ce n'est pas casser chapiteau. Hein. Il utilise, c'est-à-dire qu'il cherche les moyens qu'il peut trouver là et ça et là pour pouvoir se protéger. D'où la fabrication de cache-nez en choses comme on appelle, en tissu. C'est ça. C'est ça. D'où la fabrication de ces cache-nez. Et puis il ne voit rien. Quand on va sortir de là, quand demain on va vous dire élection là, on n'a qu'à vous voir en train de faire campagne pour ces gens-là. On va vous voir en train de faire campagne pour ces gens-là. Puis quand ils vont passer demain, appelez-nous pour dire c'est chaud ici, hein, c'est chaud ici, hein. Vous allez comprendre ce qu'on va vous dire. Vous n'avez pas dit qu'on ne vous parle pas.
quand vous voyez votre propre malheur, là, vous voyez ça comme ça. Et puis demain, au lieu de sanctionner ces gens-là, c'est vous qui allez placer bâche, prendre un t-shirt, crier, machin, tout. Vous allez oublier tous ces malheurs qui vous sont arrivés. Et puis demain, vous allez venir appeler les gens ici. Ah mon gars, c'est chaud, hein, c'est tout le monde, ouais, c'est mignon. On vous dit, ça là, ce n'est pas du jeu, ça tue. Coronavirus, ce n'est pas du jeu, ça tue. Appliquons les bons gestes. Appliquons les bons gestes. S'il vous plaît, le gouvernement n'est pas capable de nous assister. Le gouvernement n'est pas capable de nous aider. Aidons-nous nous-mêmes à préserver nos vies. Nos vies sont plus importantes que tout. Appliquons les bons gestes. Lavons-nous régulièrement les mains. Utilisons nos cache-nez quand nous allons en public. On ne les met pas quand on est en maison. Quand nous sommes en public, utilisons les cache-nez jusqu'à la bouche. Portons nos gants. Portons nos gants. Évitons les salutations. Évitons les embrassades. Quand nous voulons converser, mettons-nous des profils et communiquons. Évitons de rester plus de 10 minutes face à face en train de communiquer. Lavons-nous les mains avec du gel hydroalcoolique quand nous sommes dehors, régulièrement, quand nous avons touché un bois, quand nous sommes dans un bus, quand nous avons ouvert une maison, une porte, quand nous sommes à la maison, au lieu de l'utiliser, ce n'est pas la peine, on prend du savon et de l'eau, on lave la main. Et quand on veut enlever le masque, il faut l'enlever là, par le caoutchouc, tu l'enlèves sans toucher ce qui est là. Vous l'enlevez et vous prenez une douche. C'est en appliquant ces gestes que nous pourrons préserver nos vies. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et bonne soirée chez vous et que Dieu nous bénisse.